international, International Trade Center, et je serai la modératrice de ce panel qui a comme thématique les startups africaines à l'ère de la data, pourquoi s'appuyer sur l'analyse de données lors du processus d'internationalisation. Ce panel est inspiré par le rapport African Market Trends in Technology Services, publié par l'ITC en partenariat avec Avasant, une étude qui analyse le secteur des technologies de l'information dans 11 pays afin de guider des entreprises actives dans le secteur des technologies envisageant une expansion régionale. Alors, porté par le succès de Flutterwave, Paystack et d'autres success stories, on a beaucoup de startups africaines aujourd'hui qui envisagent de passer le cap de l'internationalisation. Mais se développer à l'international ne s'improvise pas. Comme on le sait déjà, l'étude de marché axée sur les données est essentielle pour toute entreprise souhaitant s'internationaliser, car les entreprises qui utilisent les données au cœur de leur prise de décision réduisent les risques liés à leur expansion. Elles sont capables d'utiliser des données et des études pour identifier leur marché cible et prouver que leurs décisions sont susceptibles d'avoir un impact positif sur leur croissance. Mais quelles sont les sources de données disponibles à travers le continent africain pour ces entreprises et startups et quels sont les nouveaux acteurs qui se sont positionnés sur ce créneau? Dans cette session, nous regroupons un panel d'experts aux expériences et compétences complémentaires pour parler de ce sujet. Ce sont des acteurs clés dans l'écosystème tech qui aujourd'hui créent des liens entre les différents écosystèmes d'innovation africains et européens. Et je vais rapidement présenter ce magnifique panel afin que nous puissions entrer directement dans le vif du sujet. Alors, premièrement, on a Aïda Ndiaye, responsable des politiques publiques chez Facebook. Aïda est en charge des programmes stratégiques de Facebook sur la désinformation et l'accès aux données en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Elle gère les initiatives publiques de Facebook pour lutter contre les nouvelles et promouvoir l'accès aux données. Avant d'occuper ce poste, Aïda était le responsable des politiques publiques et relations gouvernementales de Facebook en Afrique francophone et au Sénégal. Bienvenue Aïda. Nous avons aussi Madame Biram Sok, fondatrice de Kweli et Founder5. Biram est une entrepreneure aguerrie dans les technologies digitales et l'innovation. Elle a créé plusieurs startups, notamment Musicphone, Third Solutions, Vo Media Group, les deux premières Musicphone, connues maintenant sous le nom de Shazam, et Third Solutions ont été acquis par deux entités américaines. Elle est actuellement la directrice de Founder5, qui a pour but d'accompagner des startups tech dans leur croissance. Merci d'être là, Biram. Nous avons aussi Idriss Martial Monté, qui est CEO de CNetPay. Idriss est ingénieur en sciences informatiques de formation. Il occupe respectivement les postes de directeur technique, responsable avant-vente dans plusieurs entreprises d'intégration informatique. Ensuite, il fonde CNetCore, une entreprise spécialisée dans les logiciels libres. En 2016, il cofonde CNetPay, un agrégateur de paiement présent dans plus de 8 pays en Afrique francophone. Nous avons aussi Dario Giuliani, directeur de Brighter Bridges, une entreprise spécialisée dans le conseil en innovation dans les marchés émergents. Brighter Bridges est connu pour ses magnifiques cartographies et recherches destinées à fournir des informations sur l'état et l'avancement de l'innovation en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Et finalement, on a aussi Serine Fall, Head of Digital Growth chez Luca. Luca est une nouvelle plateforme qui simplifie le processus d'études de marché pour les startups et entreprises, permettant à un large réseau d'enquêteurs de mener des études de marché à travers le Sénégal et dans toute l'Afrique. Avant Luca, Serine a travaillé dans les secteurs des technologies et du développement en Afrique au sein d'organisations telles que Dalberg, ABB, Yux Design et Roisy. Merci tout le monde. Alors, je vais passer tout de suite à Martial de CNetPay avec cette première question. Alors, Martial, vous êtes CEO de CNetPay, une fintech ivoirienne, agrégateur de solutions de paiement en ligne présent dans plus de 8 pays en Afrique francophone. Quelle a été l'importance de l'étude de marché lors de votre processus d'internationalisation? On vous entend pas, Martial? Je pense que vous êtes en mute. L'étude de marché a été très importante pour nous dans le sens où cela nous a permis d'avoir des informations sur les différents pays où on voulait s'implanter. Dans un premier temps, on vérifiait si notre activité était possible. Est-ce qu'il était possible d'exercer notre activité dans ces différents pays? Est-ce qu'il y avait une réglementation qui était en cours? Si oui, comment se conformer à cette réglementation? Est-ce qu'on avait accès aux différents partenaires dont on avait besoin
pour pouvoir exercer notre activité? Et ensuite, est-ce que l'activité qu'on menait déjà dans le pays où on est, la Côte d'Ivoire, elle pouvait s'exercer de la même manière que dans ces différents pays? Et est-ce que les opportunités qu'on adressait en Côte d'Ivoire étaient aussi présentes et similaires dans ces différents pays? Donc voilà comment l'étude du marché nous a aidé à sélectionner les pays, à s'internationaliser, à démarrer nos activités dans ces différents pays. Super, Martial, merci beaucoup. J'en viens à vous, Serine. Aujourd'hui, comment Luca accompagne les startups africaines comme Silent Pay dans leur expansion au niveau régional? Quelle est votre mission et votre offre aux startups africaines? Bon, chez Luca, nous avons pour mission de combler le gap entre les entreprises, principalement pour les PME et les startups, et des milliers de clients et consommateurs en Afrique. Et pour ce faire, nous avons créé les outils et la communauté panafricaine d'enquêteurs pour permettre à ces entreprises de faire des études de marché rapides et créer des produits et services dont les utilisateurs ont besoin. Donc, comment on accompagne les startups? Nous avons principalement quatre types d'études et surtout par rapport au processus d'internationalisation, il y a des études d'expansion où on permet à ces entreprises de pouvoir découvrir leurs potentiels consommateurs et clients dans des pays différents, comme nous sommes présents dans plus de 15 pays africains en ce moment, et de pouvoir comprendre quelles sont les habitudes, quels sont les problèmes qu'ils font face en ce moment, et même comment ils utilisent les autres produits qui pourraient être des compétiteurs. Super, super. Merci beaucoup pour cette intervention, Serine. Alors, Dario, on peut dire que vous êtes dans le même métier que Luca, mais à des niveaux différents du point de vue des données que vous traitez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la mission de Brighter Bridges et comment répondez-vous aux besoins de l'écosystème tech en Afrique à travers les services que vous offrez? Merci, Cathy. En fait, on connaît bien l'équipe de Lucas. Je suis content de voir Céline aussi, et Da, et Idriss et tout le monde. Moi, je suis Dario. Et Brighter, c'est un cabinet, c'est une société d'études de marché et on est axé sur les pays émergents, pas justement l'Afrique, mais en fait, on fait des cartographies, on fait des rapports de marché sur l'Asie et l'Amérique du Sud. Et je crois que le problème principal de faire de la recherche dans ces pays, c'est l'accès à l'information. En fait, il y a des obstacles logistiques et des problèmes de confiance quand il s'agit de faire de la recherche. En fait, Brighter, notre mission, c'est de trouver les données et en fait, on parle beaucoup avec les entrepreneurs, on parle beaucoup avec l'investisseur et le gouvernement parce que les données ne sont pas là. Les données ne sont pas sur l'Internet. Et il faut aller les chercher et il faut aller les mettre dans le spreadsheet et après il faut les analyser. Merci. C'est très important de parler de ces obstacles dont font face les entrepreneurs quand ils cherchent ces données-là dans d'autres marchés. Alors, je reviens vers Biram. Nous sommes d'accord que les données créent de la valeur en aidant dans la prise de décision, ce qui permet d'adopter de meilleures stratégies, notamment dans le processus d'internationalisation pour les startups. Alors, sur la base de votre expérience avec les startups africaines, et même vous étant une serial entrepreneur, comment les startups africaines gèrent leur prise de décision? Est-ce que vous pensez qu'ils s'appuient suffisamment sur des données nécessaires pour transformer leurs organisations à leur niveau? Merci Cathy, heureuse d'être là. Donc, je pense qu'en général, mon expérience, la majorité de mon expérience était aux États-Unis où on a accès à pas mal de données de différentes formes. Et depuis que je suis revenue au Sénégal et que j'ai démarré ma propre start-up, mais aussi que j'ai commencé à travailler avec pas mal d'autres start-up, je me suis très vite rendu compte que le monde était assez différent ici en Afrique et qu'on n'avait pas facilement accès aux données dont on avait besoin quand il s'agit de l'étude de marché, de bien comprendre sa concurrence, de bien comprendre son consommateur et aussi de bien comprendre, en fait, même ses opérations internes.
Et donc, pour moi, quand je parle d'études de données, je parle de données, non seulement des données internes, mais aussi des données externes. Et c'est là où on a pas mal de problèmes. Donc, on est très heureux de voir qu'il y a maintenant des sociétés comme Luca et autres qui se concentrent sur ces études de marché, mais à faute d'avoir peut-être le budget pour le faire ou d'avoir l'accès pour le faire, parce que pas tout le monde a accès au même type de données. Je pense que ce que je vois que les startups les plus avancées font, elles se basent surtout sur des sondages. Mais ces sondages sont basés sur une audience dont eux ont déjà accès, donc il faut déjà créer cette base de données et bien comprendre son audience. Donc ça demande déjà de savoir à qui on essaie de s'adresser, parce qu'on n'a pas l'occasion de pouvoir s'adresser au marché complet. Et un exemple que je peux donner, c'est sur un projet sur lequel je travaille sur le e-commerce avec le ministère du Commerce et le consortium national du commerce. Et un de nos plus gros soucis, c'est qu'on avait un sondage qui avait été fait en ligne, parce que les outils sont disponibles en ligne aujourd'hui, qu'on avait une liste d'adresses email qu'on pouvait utiliser, mais on s'est très vite rendu compte que notre audience, c'était aussi le commerçant qui n'a peut-être pas le niveau d'éducation qui leur permet d'aller en ligne et de répondre à ces questions en français. Et donc, il fallait prendre le next step et investir un peu plus sur des individus, des jeunes dans les différentes régions qui pouvaient aller et poser des questions très spécifiques en Wolof à chaque commerçant pour qu'on puisse se comprendre. Donc, je pense qu'il y a des difficultés qui sont très spécifiques à l'environnement dans lequel on est, qui fait qu'on ne peut pas trop et toujours se baser sur les outils qui sont disponibles à l'extérieur. Et donc, le fait qu'on ait du mal à le faire déjà au niveau local, au niveau du Sénégal, démontre déjà la difficulté et l'effort à faire au niveau continental, donc surtout quand on essaie de s'internationaliser. Donc je pense qu'il y a des outils qui sont disponibles, mais ça demande un effort spécifique et très précis de la start-up pour pouvoir y arriver. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les startups sont aptes à se transformer et à s'adapter pour mieux utiliser les données et à utiliser ces outils? En travaillant avec pas mal de startups, je me rends compte que on est encore au tout début. Honnêtement, on est encore au tout début, qui fait que même au niveau des entrepreneurs qui ont leur propre startup, ils ont même déjà besoin d'être parfois un peu poussés à penser au niveau international. Et ne pas seulement se concentrer sur le marché local, le marché qui est accessible, qui est autour. Et donc déjà, il faut passer ce niveau ce challenge. Et une fois qu'on a dépassé ce challenge, c'est de pouvoir, comme je disais, faire cet effort et aller créer un réseau pour pouvoir créer une audience sur laquelle on peut se baser pour avoir les informations dont on a besoin. Je pense qu'on a les capacités à le faire, mais il faut déjà être dans un mindset. Il faut déjà être dans une position où on se dit « je suis prêt à aller à l'international » et demander de l'aide, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de structures autour, il y a pas mal de solutions autour de nous qui nous permettent d'y arriver. Donc, si on ne peut pas le faire, on peut trouver des ressources pour le faire, mais il faut déjà avoir cette volonté de le faire, je dirais. Donc, pour moi, c'est déjà une première étape à passer. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Biram. Alors, je vais toucher un tout petit peu à l'aspect politique avec Aïda. On se dit tous qu'avoir des politiques d'interopérabilité prenant le flux de données transfrontaliers est nécessaire pour faciliter cette innovation en Afrique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un environnement favorisant aussi la pleine exploitation du potentiel des données dans le continent, à votre avis? Merci Cathy pour cette question et bonjour à tous et à toutes. Très ravie aussi de faire partie de ce panel et de retrouver beaucoup d'acteurs et d'actrices clés de l'écosystème. J'ai la chance de travailler entre l'intersection des politiques publiques, les gouvernements et des entreprises technologiques, et c'est un secteur qui est assez
particulier et intéressant parce que ce soit les grandes entreprises technologiques que Facebook, Google, Microsoft, on prend aujourd'hui comme référence, ce sont des entreprises qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui parce qu'elles ont évolué dans un environnement réglementaire assez ouvert. Donc, la question de politique publique, quand il s'agit des politiques publiques technologiques pour les plateformes digitales, c'est quelque chose qui est assez récent. Et ce que je voulais souligner avant de répondre plus spécifiquement à ta question, c'est que ça a été très important pour ces entreprises d'avoir un système réglementaire, un environnement réglementaire aux États-Unis qui était très, très ouvert parce que cela leur a permis de prendre des risques et d'innover et avec des conséquences qui étaient très limitées en cas d'échec. Aujourd'hui, les nouvelles startups africaines évoluent dans un environnement mondial qui est très différent de celui qui a permis à ces grandes entreprises-là d'évoluer. Lorsqu'on parle de questions des données et de questions de transfert des données transfrontaliers, la première chose à noter, c'est que l'importance de la protection des données, par exemple, a pris une prépondérance nouvelle dans le monde, avec l'Europe qui a mené la charge avec la loi sur la protection des données, le ARGPD, puis l'Asie qui a aussi de nouvelles lois, notamment le Singapour, ainsi que l'Inde et quelques pays africains comme l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Ghana, etc., ont commencé à développer de nouvelles lois sur la protection des données. C'est vrai que ces lois tardent à être opérationnalisées, mais elles sont sur le point d'être opérationnalisées. À cela s'ajoute aussi le côté géopolitique qui devient de plus en plus important, qui est la localisation des données. Aujourd'hui, lorsque vous parlez à un gouvernement africain, l'une des questions clés qu'il se demande, c'est où sont les données, où sont localisées les données, est-ce que les données vont rester dans nos pays? Alors, juste pour répondre à la question plus spécifiquement, c'est vrai que beaucoup parlaient de juste la difficulté même de trouver des données d'études de marché avant même de parler de données pour opérationnaliser, pour digitaliser les processus. Donc, on se rend compte que plus l'importance de la protection des données prend une grande prépondérance dans la société, plus ce sera aussi très important pour beaucoup de startups africaines aujourd'hui de concevoir de manière beaucoup plus différente la manière dont ils évoluent, dont ils font des études de marché et dont ils collectent les données de leur population, et aussi à un niveau beaucoup plus élevé, à un niveau géopolitique. Il y a aussi ce besoin de comprendre exactement quel est le pouvoir que les données ont au-delà du pouvoir économique, mais aussi des implications politiques des données de manière générale. Alors, qu'est-ce que cela signifie de manière réglementaire pour les startups? Je pense que la première conclusion est assez évidente, c'est que c'est un peu plus complexe maintenant, même si ça ne se fait pas, ça ne se sent pas tout de suite, ça va se faire sentir dans les années qui viennent. Plus ces conversations continuent à évoluer et plus de nouvelles lois aussi, de nouvelles régulations commencent à évoluer. Et ce que ça signifie aussi pour les gouvernements africains et pour la gestion de politiques publiques de manière générale, c'est que cela demande à une approche beaucoup plus stratégique par rapport à ces discussions-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'exemple d'un continent comme l'Europe et des nouvelles politiques de données que les Européens sont en train de promouvoir, ces politiques évoluent dans un contexte qui est très spécifique à l'Europe et qui n'est pas le même pour l'Afrique. Et je pense que c'est important aussi d'avoir cette prise de conscience pour beaucoup de dirigeants africains. Alors, quand on parle pour répondre à la question maintenant plus spécifiquement, après avoir donné ce contexte, c'est la première chose quand on parle de partage de données transfrontaliers, aussi d'internationalisation des startups africaines. Je vais peut-être vous prendre tous en arrière en disant que la première problématique, reste l'accès à l'Internet quand on parle de données. Et beaucoup aussi parlaient du fait que c'était très difficile de faire des sondages en ligne et d'avoir l'information. C'est parce que la majorité des Africains ne sont pas encore connectés. Et donc, même quand on parle de trouver les données en ligne et de pouvoir partager ces données, il faut qu'il y ait une meilleure connexion. Et là, en termes de politique publique, je sais que les gouvernements investissent, Facebook aussi est en train d'investir avec le câble sous-marin To Africa, et Google en fait de même. Et il y a vraiment une opportunité aujourd'hui pour les gouvernements d'axer sur la connectivité pour permettre d'atterrir à cette deuxième étape d'exploitation des données.
Maintenant, en termes d'exploitation des données transfrontalières, je me rejoins à ce que Biram était en train de dire, où on voit beaucoup de startups peut-être avoir une approche très nationalisée, où c'est une startup ivoirienne, une startup sénégalaise, etc. Et pas nécessairement ce regard africain ou du marché africain ou même du marché global. Mais je pense qu'il y a vraiment une opportunité de commencer à avoir un flux de données transfrontalier en Afrique pour commencer. Et je pense que la zone de libre d'échange pourrait être une très bonne opportunité pour cela. Mais tout dépend encore de l'orientation politique. Enfin, pour résumer, ce que je suis en train de dire, c'est que l'environnement politique est beaucoup plus compliqué que ça l'était il y a 15 ans ou 20 ans en arrière quand Google, etc. ont commencé. Mais ça veut dire qu'il y a mais ça ne veut pas dire que l'innovation sera plus difficile. Ce sera juste que ce sera beaucoup plus différent. Et l'autre chose, il y a vraiment besoin, je dirais, de communication avec les startups et aussi les gouvernements, parce que de grandes décisions sont en train d'être prises au niveau politique qui pourraient avoir un effet très important sur l'évolution des startups africaines et aussi le flux des données au sein du continent. Super. Et je vais rester avec toi, Aïda, pour te demander ma deuxième question qui est liée aux politiques présentes dans le continent africain. Alors, bon, ma question, c'est quelles sont les politiques qui devraient être mises en place pour exploiter ce potentiel, à votre avis, et faciliter la collaboration et l'innovation en Afrique? Vous avez parlé de cette zone de libre-échange, vous avez parlé de l'importance de la connectivité. Quelles seraient vos recommandations à ce sujet? Merci pour cette question, Cathy. Ma première, ce serait de répondre à la première question que vous avez donnée, c'est qu'on a besoin de plus d'interopérabilité au niveau national et aussi au niveau panafricain, au niveau international. Et je pense que la ZELCA offre cette opportunité de pousser pour une meilleure interopérabilité des différentes plateformes et des différents systèmes. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin de politiques qui soient très ouvertes, des politiques de protection des données qui répondent aux réalités africaines. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très concret. La RGDP, par exemple, est considérée comme la politique, l'une des meilleures lois au monde en termes de protection des données. C'est une loi qui est très complexe et qui est très importante en termes de protection de vie privée, mais aussi c'est une loi qui est très difficile à appliquer en étant une start-up. Et même pour beaucoup d'entreprises comme Facebook qui ont de grands moyens, c'est assez difficile d'être en conformité avec cette loi. Donc, imaginez pour les petites start-up. Donc, c'est important aussi que quand les gouvernements africains pensent à développer des lois de protection des données, que ce soit des lois qui puissent être assez flexibles et des lois aussi qui peuvent être co-créées avec l'écosystème technologique de telle sorte que lorsqu'une startup veut faire une étude de marché, lorsqu'une startup veut collecter les données de ses clients, il puisse y avoir cette flexibilité de le faire et des méthodologies comme le sandboxing ont été utilisées dans des pays comme le Singapour avec un grand espoir de réussite. Donc ça serait l'autre de ma recommandation. Et la troisième qui est peut-être juste reliée aux données de manière très tangentielle, c'est l'accès à Internet et vraiment investir sur l'infrastructure, parce que aujourd'hui, le marché des données africains, ce sera un marché qui se joue dans les 10 et 15 prochaines années. Et pour pouvoir avoir un bon pari, il est important de mettre dès à présent les fondations qui pourront nous permettre de gagner ce pari. Et ces fondations-là, c'est investir sur plus d'infrastructures pour permettre le flow de données via l'Internet. Super, merci beaucoup Aïda, merci beaucoup pour cette intervention. Je vais revenir à toi Martial. Alors, Biram a mentionné ces défis qui sont liés aux collectes de données en Afrique. Sinetpay a quand même pu s'internationaliser et s'étendre dans 8 pays en Afrique francophone. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les défis sur lesquels vous avez été confrontés lors de votre internationalisation? Quels ont été les défis? Bon, je pense que les premiers défis ont été l'accès à ces données parce que
On est en Afrique francophone. Déjà, la donnée, c'est une denrée très rare. Souvent, c'est une denrée secrète. Même les données qui sont censées être publiques, souvent, elles se transforment en données privées. Donc, la première difficulté, c'est d'abord l'accès à ces données. Ça a été très difficile de collecter ces données, de pouvoir analyser. Donc, nous, on est parti sur la base de la recherche sur Internet. On a recherché à partir des organismes, des gouvernements de ces différents pays, les données dont nous avons besoin pour démarrer notre activité. Et à la suite de ça, on a une approche un peu différente parce que la difficulté même d'avoir accès à ces données ne nous permet pas de lancer l'activité dans ces pays en étant beaucoup plus sereine. Donc, généralement, on fait de la recherche sur Internet, on collecte des données par-ci, par-là, on essaie de regrouper les informations pour s'assurer que ces informations-là sont correctes. Ensuite, on est obligé d'adopter un peu une stratégie beaucoup plus agile, c'est-à-dire que nous-mêmes, on va aller sur le terrain, on va tester notre solution, on va expérimenter, on va collecter de la data et à partir de la data que nous-mêmes, on aura collectée, on va tirer nos propres conclusions et puis on va continuer notre développement sur la base de la data que nous-mêmes nous avons collectée et que ce que le terrain nous a donné. Ça prend beaucoup de temps, ça prend énormément de temps, ça nous empêche dès le départ d'entrer sur le nouveau marché avec une stratégie très, très, très claire. On est obligé de tâtonner, de s'assurer que ce qu'on est en train de faire, c'est exactement ce que le marché attend et ce que le marché recherche. Et souvent, on est obligé de calquer sur des modèles similaires qui existent déjà sur le marché, essayer de copier la même démarche et la même stratégie pour pouvoir avancer. Donc, la donnée en Afrique francophone, c'est une denrée rare. Même les données publiques sont privées, c'est difficile d'y avoir accès. On ne sait même pas souvent où les trouver. Et même quand vous arrivez à avoir accès à ces données, souvent elles sont vieilles de 2, 3, 4, 5 ans et elles sont plus exploitables lorsque vous voulez démarrer votre business. Donc, c'est très, très difficile et je pense que l'approche généralement qu'on utilise, c'est on va sur le terrain, on expérimente, on collecte de la data, nos plateformes collectent de la data, on analyse la data que nos différentes plateformes ont collectée et sur la base de ces data-là, on s'oriente. Super. Alors, bon, Serine, nous avons parlé de l'accompagnement que vous offrez aux startups, mais il ne faudrait pas aussi ignorer que Luca elle-même est une startup qui a pu conquérir plusieurs marchés africains. Alors, je vais vous demander la même question que Martial. En tant que growth manager, je suis curieuse de savoir quelle a été votre stratégie pour vous implanter dans tous ces nouveaux marchés. Comment vous avez utilisé vos données et vos outils pour ça? Bon, déjà pour le cas de Luca, comme on est toujours une startup qui est assez récente, donc ça fait presque 2 ans qu'on est présent. Donc pour pouvoir s'étendre, c'était un mix d'outils qu'on a utilisé. Donc il y a les outils de marché ou avec nos propres outils ou nos enquêteurs. Et puis ça revient même en référence à ce que Biram disait. Pouvoir faire des enquêtes, c'est mieux que lorsque tu as des jeunes qui connaissent le contexte et qui peuvent aller sur le terrain et parler aux gens d'une manière très familière pour recevoir toutes les informations qui sont nécessaires aux startups. Donc, avec nos enquêteurs, ça a été possible pour eux d'aller sur le terrain et de parler surtout le secteur informel. Donc, ça peut être pour parler, que ce soit à la maman du marché ou au commerçant qui a sa boutique dans la rue et pour pouvoir prendre ces informations. Et à côté de ces études de marché qui sont très rapides, vu qu'on a nos outils et nos enquêteurs pour faire ces études de marché en 3 semaines, ce qui, en référence à ce que Martial disait, est plus adapté au cycle de vie des startups qui ont besoin des informations très rapidement pour pouvoir prendre des décisions qui peuvent impacter leur business dans le futur. Et en plus de ces études de marché, il y a aussi le côté analytics qu'on utilise surtout pour les startups tech, où tu as ton site web, tu as les réseaux sociaux que tu utilises, que ce soit LinkedIn, Twitter ou Facebook. Et avec ces analytics-là, ça pourrait aussi t'aider pour pouvoir t'expandre, pour pouvoir t'étendre dans d'autres pays. Parce que, par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est on utilise Google Analytics. Et avec Google Analytics, on peut avoir plusieurs données sur, par exemple, d'où proviennent les gens qui viennent visiter notre site, quels sont les top 5 pays qui viennent regarder notre site. Et à partir de là, ça peut te donner des idées sur quels sont les pays qui sont déjà intéressés. Et même aussi, tu pourrais prendre de l'autre côté où je voudrais peut-être m'installer plutôt au Kenya et en Afrique du Sud. Maintenant, comment je vais utiliser ces informations-là pour pouvoir définir ma stratégie marketing?
Et en général, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en ce moment, c'est comme ça qu'on est en train de développer notre propre stratégie pour prendre quels sont nos pays stratégiques et comment on peut utiliser nos outils côté marketing, que ce soit LinkedIn, Twitter, que les articles qu'on est en train de produire aussi, pour pouvoir atteindre ce marché-là. Donc, il y a vraiment deux côtés, surtout avec les startups tech qui peuvent vraiment utiliser pas mal d'outils qui sont déjà présentes. Parce qu'il y a Google Analytics qui te donne déjà pas mal de stats sur le site web et la plateforme, mais aussi les analytics qui proviennent directement de tous les outils que ce soit LinkedIn, Twitter, avec lesquels tu pourras essayer de joindre avec la réalité du terrain, que tu peux faire avec les outils de marché, par exemple avec Luca. Et à partir de là, vraiment avoir une stratégie qui est beaucoup plus définie et qui te permettra d'atteindre ton but un peu plus facilement sans devoir dépenser trop d'argent ou bien perdre trop de temps côté opérationnel. Ce qui est vraiment important pour les startups. Absolument, absolument, très important. Et Aïda a aussi mentionné le problème de connectivité. Est-ce que c'est un problème dont vous avez fait face et est-ce que vous avez dû adapter vos outils pour mieux répondre aux besoins du marché? Ah, voilà, donc par rapport au problème de connectivité, donc comment ça se fait, c'est qu'on a développé des outils, donc on a une plateforme, une web app, que nos clients viennent utiliser pour pouvoir poser la question. Et puis ça, c'est aussi en référence à ce que Martial disait, où c'est très difficile pour les gens de pouvoir même créer un questionnaire. Ça, c'est quelque chose qu'on a dû constater. Et ce qu'on a fait, c'est on est plutôt une plateforme hybride, où c'est pas, par exemple, il y a SurveyMonkey ou Podfish, où tu peux juste entrer ton questionnaire et puis envoyer le questionnaire à un panel qui va répondre aux questions. Nous, ce qu'on a fait, on a décidé de mélanger la plateforme où le client peut venir et rentrer son questionnaire avec l'aide de notre équipe de recherche, où c'est vraiment en termes de co-création, comme c'est plutôt les experts pour pouvoir vraiment rendre un questionnaire qui est très adéquat au marché. Et puis à partir de cela, nos enquêteurs, ils ont aussi une application qu'on a développée en interne qui leur permet de partir directement sur le terrain. Donc, si demain, Martial voudrait faire une étude en Côte d'Ivoire pour pouvoir voir comment les gens utilisent ces applications, là, c'est possible que nos enquêteurs partent sur le terrain et puissent poser des questions à des gens qui sont soit qui font partie de sa base de contact, mais vu qu'on est aussi sur le terrain, c'est possible qu'ils puissent aller découvrir d'autres personnes qui n'ont peut-être jamais utilisé sa plateforme. Donc ça aussi étend aussi un peu le marché dans lequel ils peuvent atteindre. Et comme on a nos jeunes qui sont sur le terrain, qui peuvent aller directement poser ces questions et avoir les réponses avec l'application mobile, les données sont transférées instantanément du côté du client. Donc là, en un temps record, au lieu de passer 3 à 4 mois sans avoir aucune visibilité sur ce qui se passe, là, du jour au jour, on peut déjà suivre l'évolution des enquêtes et puis à la fin, voir les résultats au total avec même la possibilité d'avoir un rapport du côté de notre équipe de recherche pour même donner beaucoup plus d'orientation stratégique pour pouvoir aider ces entreprises à prendre beaucoup plus de décisions très spécifiques par rapport à leur business. Super, super. Merci beaucoup, Serine, pour ces informations. Alors, je reviens vers toi, Dario. Alors, on est tous d'accord que bon, les données, c'est une denrée rare en Afrique. Alors, il y a un problème avec l'accès de ces données-là. Et tu as mentionné la collaboration qu'il faut avec les gouvernements. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette collaboration? Comment Writerbridge travaille avec ces gouvernements pour collecter certaines données? Oui, merci, Cathy. Moi, je crois qu'avant de collaborer, il y a un problème principal qui est le problème de gagner la confiance des interlocuteurs. OK? Et parce que, comme a dit Serine, on dit les données n'existent pas en tant que données. OK? L'information n'est pas en ligne et en fait, pour chercher ça, il faut faire des questionnaires ou des interviews avec les interlocuteurs. Et puisqu'ils te répondent, il faut gagner la confiance. Et nous, en writer, on essayait de faire ça en publiant beaucoup de rapports, beaucoup de cartographie publiquement. Okay? C'est-à-dire gratis. Et pour nous, on a
le problème, c'est gagner la confiance et pour faire ça, il a besoin d'un brand, ok? Et strong brand. Et aussi, Brighter ne fait pas des recherches de marché pour les consommateurs. Il fait des recherches de marché pour les business et les dynamiques ici sont un peu différentes. Ok? Et la collaboration avec les gouvernements fonctionne exactement comme ça. Il faut gagner la confiance et il faut que le gouvernement te connaisse. Et pour faire ça, il faut que ton brand est connu pour le contenu. Et il faut qu'il y ait de confiance dans ton brand. Et à Breiter, notre stratégie a été publier beaucoup de cartographies et fait beaucoup de peer-to-peer partnerships avec des startups, avec des investisseurs, avec des tech hubs, c'est-à-dire pas seulement de gouvernement. Et après, les gouvernements existent pour supporter l'écosystème et on a eu euh, beaucoup de support par les gouvernements européens et africains. On a fait des collaborations avec Smart Africa, on a fait des collaborations avec le gouvernement de Kenya, de Nigeria. Et, mais là, je crois que euh, la première étage, c'est de gagner la confiance et il faut trouver des stratégies pour gagner sa confiance. Et à Brighter, je dis que on a fait ça by publishing beaucoup de contenu. Ok? Oui, absolument. Et en parlant de contenu, vous venez de publier un rapport. Vous voulez nous en dire plus? Oui, oui. Donc, Brighter, il y a 2 ans, on avait publié je crois que 8 cartographies de l'Afrique francophone, de la technologie dans l'Afrique francophone. On a publié Mhm. les secteurs les plus trending, ok? Et où il y avait beaucoup d'investissements, c'est-à-dire la technologie financière, c'est-à-dire l'agriculture, logistique. Et on vient de publier un rapport qui s'appelle Investment in Technology in Francophone Africa. On l'a publié en français et en anglais. C'est-à-dire pour un global audience, pas justement pour l'Afrique francophone ou pour la France. Et on a parlé avec des dizaines d'entrepreneurs et d'investisseurs qui sont actifs dans la région. On a parlé aussi avec les gouvernements parce qu'on voulait faire ce qu'on appelle sentiment analysis en anglais pour entendre et pour comprendre le niveau d'activité et le niveau des sentiments, non, le niveau de perception qu'on a à propos de l'activité du business et d'investissement dans la région. Et oui, j'espère que tu vas l'aimer bien. Super, super. Je n'hésiterai pas à le lire et je t'enverrai mon retour. Alors, sur cette dernière partie, je vais me focaliser surtout sur l'accompagnement des startups et je vais revenir vers toi, Biram. Aujourd'hui, Founder 5, à travers Founder 5, vous accompagnez les startups africaines dans leur croissance. Alors, ma question, c'est comment peuvent-elles être mieux accompagnées pour mieux exploiter les données et surtout par qui et quel type de partenariat vous souhaiterez voir entre les parties prenantes, que ce soit Luca, les startups, Facebook, le gouvernement et aussi les organisations comme nous? D'accord, merci pour cette question. Donc déjà, moi j'aimerais dire, on parle des data comme, comme une denrée. Moi, je Mhm, l'appellerais plutôt une devise. Et la raison pour laquelle je pense que la data, c'est plus une devise, c'est parce que d'habitude, pour pouvoir avoir de la donnée, il faut pouvoir en donner. Euh, mhm. ou alors, quand on récolte de la donnée, c'est pour pouvoir l'enrichir, pour pouvoir après la avec d'autres. Et la valeur, plus cette donnée est riche,
valeur qu'on apporte est riche et plus cette donnée a de la valeur, je dirais, sur le marché. Et donc, ce que je pense qui est important, c'est que pour les startups, et ça commence au niveau des données que les startups ont en termes, que ce soit des KPIs très spécifiques qu'ils ont par rapport à leur performance opérationnelle, que ce soit des KPIs qu'ils ont au niveau de performance financière. Aujourd'hui, quand on parle la raison pour laquelle on arrive à avoir accès à pas mal de données, disons même aux États-Unis ou en Europe, c'est qu'on peut avoir des données de sociétés publiques parce que ces informations parce qu'ils sont dans l'obligation de pouvoir poster ces données sur le marché public pour tous leurs actionnaires. Et donc, en interne, en tant que société privée, on devrait pouvoir faire la même chose. Et après, décider à partir de ces données qu'on a en interne, et c'est le travail que je pense qui est important à faire avec les startups, qu'elles puissent comprendre déjà comment elles opèrent et comment elles se placent autour du marché. Après, c'est une question d'essayer de voir avec qui on peut partager cette donnée. Être prêt à faire comme Luca ou Brighter Bridges, de pouvoir publier des rapports. On voit pas mal de sociétés publiques qui publient des rapports par rapport à ce qu'ils font. Non seulement ça leur donne la publicité, mais ça leur permet aussi après d'avoir d'autres personnes avec qui ils peuvent négocier, rentrer en partenariat afin de créer une base de données beaucoup plus importante. Le deuxième point que je pense qui est important, c'est peut-être aussi d'essayer de voir comment on pourrait mettre en place certains standards. En travaillant avec pas mal de startups en Afrique, je me rends compte qu'on n'a vraiment pas de standard à suivre. Avec ma deuxième startup aux États-Unis, ce qu'on faisait, c'est qu'on récoltait les données à temps réel des points of sale, donc dans les magasins, afin de pouvoir publier des reçus pour les consommateurs, mais plus important, avoir des informations, des données sur le profil du consommateur et ses habitudes dans ses achats. Et notre première étape était en fait de travailler avec pas mal de structures qui étaient autour du retail et d'essayer de voir comment mettre en place un standard pour le format des reçus. Et ce standard a été publié et adopté par pas mal par la majorité des constructeurs je dirais, de point of sale, et ce qui nous a permis alors de pouvoir avoir cette donnée dans un format qu'on pouvait comprendre, mais aussi dans un format fiable, parce que c'est une des questions, c'est pas seulement d'avoir des données, mais aussi d'avoir des données qui sont fiables. Et après, une fois qu'on a des données fiables, c'est aussi d'avoir des données qui se rafraîchissent, parce que les données ont une date d'expiration aussi pour certaines actions. Donc, je pense qu'en travaillant avec les startups, pour moi, ce qui est important, c'est déjà commencer avec l'étape, c'est de créer des données en interne, de pouvoir partager ces données par rapport à ce qu'on apprend dans son propre business. Donc, ce serait bien que Synetpay puisse peut-être publier des rapports sur eux, ce qu'ils voient sur le marché. Ça demande du courage de le faire, parce qu'on se dit parfois que la concurrence va peut-être utiliser contre nous. Mais je pense que c'est ce qui va aider l'industrie à pouvoir avancer beaucoup plus vite et aider les autres à faire la même chose, et ce qui va donc permettre de créer un peu un momentum, un écosystème autour des données dans des secteurs très précis. Donc voilà. Super, super, Biram. Créer des données en interne, partager des données, et j'adore les données, pas une denrée, mais une devise, car il faut en donner pour en recevoir. Je pense que c'est une belle leçon. Alors, juste pour conclure, en 1 minute, Aïda, j'aimerais en savoir plus sur les initiatives de Facebook sur le continent pour mieux accompagner les startups africaines. Nous avons eu l'occasion de travailler avec l'initiative Boost Your Business de Facebook. Et juste en 1 minute, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur d'autres initiatives? Merci Cathy, je vais essayer d'être très brève. Oui, il y a Boost Your Business qui est beaucoup plus focalisé sur les petites et moyennes entreprises africaines. Il y a peut-être la chose que je vais mentionner et qui peut être pertinent à la discussion d'aujourd'hui, c'est que Facebook, en tant qu'entreprise, son business model est basé sur la publicité, mais plus important,
le partage de certaines données qu'on appelle insights, donc des données dérivées avec les entreprises et les startups. Et donc, Facebook a beaucoup d'outils par rapport à ça pour les startups qui peuvent être très intéressants, que ce soit tester le profil des clients potentiels, créer le profil des clients et aussi on a des outils de partage des données qui peuvent aussi permettre aux startups de pouvoir faire des analyses et de comparer les différentes la réception de leurs différents produits. Donc, pour dire que c'est l'une des aspects de Facebook qui pourrait aussi être très intéressant pour les petites pour les startups africaines, au-delà de l'aspect social et de l'aspect de promotion de leur business. Et puis la dernière chose que je dirais aussi, c'est que en termes de partage des données, Facebook a une initiative qui s'appelle Data for Good, et nous sommes en train de à comment aussi partager des données de manière beaucoup plus, d'où l'idée de Biram, de manière beaucoup plus générale avec l'écosystème. Mais on a déjà commencé avec une initiative qui s'appelle Data for Good, où on partage des cartographies basées sur les données de Facebook, mais aussi sur l'optimisation qui a été faite à la base de nos outils de AI. Ces données sont ouvertes à tout le monde et tout le monde peut les utiliser de manière humanitarienne pour le moment, mais on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'elles peuvent être utilisées pour d'autres startups qui commencent. Je vais m'arrêter là. Super, merci beaucoup Aïda, merci beaucoup tout le monde. C'était tout le temps imparti pour ce panel d'aujourd'hui. J'ai parlé du rapport African Market Trends in Technology Services qui a été publié en partenariat avec Avasant par ITC. C'est une étude qui examine le secteur des technologies de l'information et BPO aussi dans 11 pays, dont le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Zambie, le Bénin, le Burkina Faso. Ce rapport présente les opportunités d'accès au marché pour chaque pays afin d'améliorer la prise de décision des entreprises actives dans le secteur IT et BPO, envisageant une expansion régionale. Alors, c'est des données fiables et des informations pertinentes qui sont aussi utiles à différentes parties prenantes, telles que les décideurs publics, les hubs technologiques et les investisseurs intéressés par ces marchés. Alors, le nom, c'est African Market Trends in Technology Services. Vous pouvez le trouver. Désolée de ne pas pouvoir partager le lien. Alors, merci beaucoup encore au nom du Centre du commerce international et l'équipe Emerging Valley. Je remercie aux panélistes de nous être joints à nous et je vous remercie, vous, d'avoir pris le temps de suivre ce panel. Passez une bonne journée. Merci beaucoup.